Merci beaucoup. Donc, après ces deux échanges d'expérience avec des entreprises qui ont pas mal de contacts avec le public, donc nous allons accueillir Monsieur Thierry Duquesne, donc de l'entreprise Nota d'Utile. Donc, c'est un bureau d'avocats et donc Monsieur Duquesne est avocat associé. Donc, ça va être un peu une autre vision des choses, puisque parfois c'est la confrontation avec des problèmes de sexisme, de violence sexuelle par rapport à des entreprises qui sont clients de. Je vais vous donner. Merci pour votre invitation. Bonjour à tous. Eh bien, ça ne va pas être nécessairement très différent parce que le socle de ce qu'on rencontre a été expliqué déjà par les deux oratrices avant moi. Et ça me rassure, parce que ça veut dire que ce que vivent nos clients n'est pas très différent des principes que partagent des expériences que l'on vient d'avoir avec vous. Je voudrais vous aborder 3 sujets avec vous, même si vous voyez 5 points sur mon slide. Je voudrais d'abord vous parler de notre cabinet d'avocats et vous expliquer ce qu'on a décidé de faire en son sein, de manière à mener à bien notre politique de diversité, mais également de tolérance zéro en matière de sexisme, sur le lieu de travail, dans notre cabinet, mais aussi avec nos clients. Ça, c'est peut-être plus compliqué. Le deuxième sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est essentiellement la problématique du licenciement chez un de nos clients d'un collaborateur qui est l'auteur d'un acte de sexisme. Comment doit-on gérer ce genre de choses? Et puis, je vous dirai quelques mots sur le SIAMU, qui a fait couler pas mal d'encre cette année. Je resterai évidemment dans les limites de mon secret professionnel, donc je ne vous raconterai pas le rapport qui a été rédigé par notre cabinet avec la collaboration de Jump, mais je vous expliquerai pourquoi ce sujet est à mes yeux important dans notre société actuelle. Notre cabinet, c'est un cabinet Benelux, on est 400 avocats au Benelux, on est 75 à Bruxelles, et on a 40 personnes qui forment le staff. Donc, on est une grosse centaine en tout à Bruxelles. Nous avons rapidement décidé de transférer les valeurs qu'on partage à la maison sur le lieu de travail. On estime qu'il n'est pas anormal de pouvoir avoir un endroit où on travaille qui soit respectueux des mêmes valeurs que celles que l'on défend lorsqu'on est à la maison. Et donc, nous avons mené une campagne de diversité qui a pris la forme d'une collaboration très étroite avec Actiris, puisque nous sommes lancés dans la possibilité de recevoir un label diversité par Actiris. C'est un processus qui est assez efficace, qui prend 2 années, donc vous ne recevez pas une étiquette et puis c'est terminé, non. Vous devez travailler avec Actiris pendant 2 ans, mettre un plan en place et au final, si vous avez atteint les objectifs qui ont été fixés, vous êtes labellisé cabinet diversité. Et donc, nous avons réussi notre pari. Nous sommes le premier cabinet d'avocats à avoir reçu ce label de la part d'Actiris. Nous en sommes très heureux. Parmi les mesures diversité qui ont été prises, il y avait notamment une volonté de mettre en place une politique tolérance zéro en matière de sexisme. Et donc, c'est ici qu'intervient la question de savoir comment est-ce que l'on règle ça en interne, mais également vis-à-vis de nos clients qui pourraient avoir des comportements inadéquats vis-à-vis de nos collaborateurs, par exemple. En interne, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué parce qu'à partir du moment où vous portez un projet et que la majorité des collaborateurs, on est à plus de 90 à avoir signé un engagement de charte à cet égard-là, et partant pour se lancer dans l'aventure, c'est pas très compliqué. C'est plus compliqué lorsqu'on doit éduquer nos clients. Et je ne vous cache pas que l'époque où la collaboratrice avec une jupe courte et un léger décolleté entre dans une salle de réunion avec un signataire et se fait dévisager de la tête aux pieds, des pieds à la tête par un client, ce temps-là n'est pas derrière nous. Ce temps-là existe toujours. La collaboratrice qui, une fois avoir apporté son signataire, va s'asseoir autour de la table et ne se verra absolument jamais adresser la parole par le client. Ce n'est pas un temps qui est derrière nous, ça continue à être comme cela. Alors voilà, nous devons réagir à cela et nous le faisons. Évidemment, vous vous rendez compte qu'on est dans une relation économique aussi avec un client. Donc, on ne va pas le mettre dehors en lui disant tout de suite « c'est gentil, mais la prochaine fois, tu seras plus poli avec ma collaboratrice ». Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, on va mettre en place un certain nombre de mesures un peu plus subtiles qui visent à conscientiser d'une part que son comportement est inadéquat, mais surtout que la personne qu'il a devant lui est peut-être la personne la plus importante dans le dossier et mérite toute la considération possible dans le cadre de la gestion d'un tel dossier.
Alors, comment est-ce que nous le faisons? D'abord parce que nous communiquons sur le fait que nous avons mis en place un programme de diversité et de tolérance zéro en matière de sexisme. Donc, quelque part, il le sait, mais c'est pas ça qui va faire changer les choses. Par contre, lorsque votre collaboratrice va arriver et que vous la présentez comme étant celle qui fait en sorte que tous les documents sont prêts parce qu'elle a travaillé hier soir assez tard et que sans elle, on n'aurait pas pu avoir cette réunion. Ça, c'est un point qui marque. Lorsqu'après, vous lui donnez la parole pendant la réunion pour qu'elle puisse expliquer quel a été le travail qui a été fait en amont pour arriver à ce résultat, là, vous marquez des points. Lorsqu'ensuite, vous donnez le numéro de téléphone de la collaboratrice au client en lui disant « N'hésitez pas à la contacter si vous avez des problèmes, c'est quand même elle qui connaît le mieux le dossier ». Là aussi, vous marquez des points, etc., etc. Mais si vous n'avez pas ce travail systématique de valorisation, de mise en place d'une égalité de personnes autour de la table, vous continuerez à être malheureusement confronté, le cas échéant, et ce n'est pas la majorité des cas, mais je voudrais vous rassurer à cet égard-là, mais vous continuerez à risquer d'être confronté à un comportement sexiste, même de la part de vos clients à l'égard de collaboratrices qui se trouvent dans une salle de réunion. Donc, le combat n'est pas terminé. Premier point. Le deuxième point, je voudrais aborder la question du licenciement des auteurs, de collaborateurs au sein de nos clients, qui sont les auteurs de faits qualifiés de sexistes, puisque, en ce qui me concerne, je suis responsable, je m'occupe du département droit social, et donc nos clients sont les employeurs qui, à un moment donné, viennent nous consulter parce qu'ils sont témoins d'un comportement inadéquat. Et vous devez savoir que lorsque vous décidez de licencier un collaborateur en Belgique, hormis la faute grave sur laquelle je ne reviendrai pas ici aujourd'hui, vous devez en tout cas être en mesure de prouver que la décision est fondée soit en raison du comportement du collaborateur, soit en raison de son manque de compétences, soit pour des raisons organisationnelles au sein de l'entreprise, une réorganisation, une suppression de fonctions, etc. Et en plus, vous devez pouvoir prouver qu'un employeur normal aurait agi dans la même situation que celle à laquelle vous êtes confronté. Donc, vous avez deux étapes à franchir. Vous vous rendez compte facilement que lorsqu'on est face à quelqu'un qui est auteur de faits de sexisme, c'est le comportement qui va être mis en évidence. Et donc, nous allons devoir prouver, parce que nous avons la charge de la preuve en tant qu'employeur, que des faits se sont passés, que ceci entraîne un comportement qui est inadéquat, et que nous, employeurs, nous estimons que c'est tout à fait normal de prendre une telle sanction qui est le licenciement. Je vous raconte un dernier dossier que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, où nous sommes dans le secteur de la construction, vous avez un collaborateur qui est souvent en contact, il travaille dans les bureaux, souvent en contact avec les administrations publiques pour des chantiers publics, et visiblement est quelqu'un qui a eu une relation avec un des membres de l'administration, et évidemment a utilisé son smartphone pour plein de raisons tout à fait stupides, et a trouvé intelligent de partager ses ébats via l'adresse email de l'employeur. Évidemment, la personne de l'administration communale en a pris connaissance, a estimé que c'était inacceptable et a demandé à l'employeur de prendre des mesures pour mettre un terme à une telle situation, ce qui a été fait immédiatement. Nous avons un premier manquement qui pour nous est gravissime et justifie déjà le licenciement. Cette même personne qui visiblement est extrêmement douteuse, a une stagiaire dans son bureau, Google sur Internet, tombe sur une vidéo où vous avez une jeune femme qui a une jupe, une robe qui est suffisamment courte pour voir qu'elle n'a pas de culotte, envoie un print shot à la collaboratrice et lui laisse ce message. Prochaine fois que tu viens au bureau avec cette robe, préviens-moi. Voilà. À un moment donné, on va s'arrêter là. Je crois que c'est pas utile d'aller plus dans la grossièreté et dans cette absence totale de correction. Il va de soi que nous l'avons licencié en raison de son comportement. Vous me direz, ben oui, c'est normal. Oui, c'est normal, mais il nous a quand même assigné en justice, estimant que c'est pas du tout déraisonnable. C'est tout à fait inacceptable de me licencier parce que j'ai fait ça. Pour le sacro-saint humour. C'est une blague. On est entre collègues, certes. Je suis hiérarchiquement plus important, mais on va quand même pas non plus... Non, vous me licenciez, ça fait 15 ans que je suis dans la société, et le juge va relever cet élément-là. Ça fait 15 ans et du jour au lendemain, je suis viré avec mon chèque et on considère que c'est tout à fait normal. Eh bien, je vais devant le tribunal. Alors, j'ai été plaidé ce dossier à Tournai. Je suis tombé et j'ai tout de suite eu un petit sourire devant une magistrate. Et vous pouvez imaginer que nous avons gagné facilement ce dossier où la présidente a trouvé qu'il était presque
ordurieux de venir se plaindre par rapport à une telle situation qui aurait pu très bien se tourner en licenciement pour faute grave, mais nous n'étions pas dans les conditions, donc nous ne l'avons pas fait. Donc voilà, nous avons aujourd'hui, heureusement, une juridiction qui est de plus en plus à l'écoute de cette problématique, qui est de plus en plus sévère à l'égard des auteurs de faits qualifiés de sexisme, et qui est, en tout cas, à même de pouvoir faire la part des choses entre un humour douteux et ce qu'on considère comme étant un dépassement inacceptable. Deuxième point sur lequel je voulais revenir avec vous, c'était la question du traitement de ces licenciements qui sont de plus en plus nombreux. Troisième sujet, et comme ça je respecterai le timing, puisque comme je suis en minorité aujourd'hui, donc je dois seulement respecter le timing, sinon je vais me faire taper dessus. Donc, le troisième sujet, c'est le SIAMU. Nous avons été contactés par Pascal Smet avec Jum pour réagir aux plaintes qui ont été déposées par les femmes pompiers. Elles sont moins d'1% à Bruxelles, et en mars, elles se sont plaintes d'un ensemble de plaintes sexistes, misogynes, tout à fait inacceptables. Elles étaient, il y a peu, sans douche pour elles, ou en tout cas avec des douches qui étaient dans un état pitoyable. Elles ont dû pleurer pour avoir des endroits où se reposer. Sachez que les salles de repos des pompiers, c'est une salle où se trouvent des hommes, soit en caleçon, dans le meilleur des cas, nus, souvent parce que c'est plus facile pour se mettre en combinaison. Et donc, les blagues classiques visaient à aller chercher une femme qui se reposait pour la jeter sur un homme en érection. Voilà, ça c'est le type de blague qu'on fait chez les pompiers. Je vous passe des attouchements des fesses, des poitrines, et je vous passe des remarques que l'on fait aux femmes qui rentrent dans le bureau de l'adjudant. On lui demande de ne pas oublier de mettre ses genouillères pour aller chez l'adjudant. Voilà, ça c'est la réalité des pompiers. Et nous avons donc été consultés pour mener une enquête sur le terrain afin de comprendre ce qui n'allait pas, ce qui pouvait être sanctionné et ce qui devait être changé. Nous avons formulé un certain nombre de recommandations. Donc c'est dans ce sens, c'est sur ce sujet-là. Et donc, je vais juste prendre quelques points qui ne sont pas dans ce rapport, puisque je vous l'ai dit, c'est couvert par une confidentialité, mais sachez qu'aujourd'hui, 80% des interventions des pompiers se passent dans des ambulances, pas sur la grande échelle. Donc le profil du pompier n'est pas celui... moi je me souviens quand j'étais petit, je regardais Champs-Élysées avec Michel Drucker, et une fois par an, il y avait les pompiers de Paris qui venaient faire une sorte de spectacle. Bon. C'est pas ça les pompiers. Les pompiers, il nous faut des tout petits qui puissent rentrer dans des pièces qui sont complètement abîmées. Il nous faut des femmes qui puissent réagir lorsque des enfants sortent d'un incendie et que ces enfants sont pétrifiés, qu'on a besoin tout de suite de pouvoir les consoler par rapport à une situation donnée, etc., etc. Pourtant, tous ces profils-là vont devoir faire le même examen physique pour entrer et pour devenir pompier. Allez voir au Canada, c'est totalement différent. Vous allez avoir des catégories qui sont beaucoup plus adéquates en fonction des besoins qui ont été dessinés dans le cadre de la fonction. Et donc, les choses doivent évoluer dans ce sens-là, et je pense qu'elles vont évoluer, mais il faut aussi qu'elles passent par un changement de mentalité. Une autre société a fait également un sondage des pompiers dans le cadre de ces plaintes qui ont été déposées. 4 pompiers sur 10 continuent à estimer qu'il est tout à fait acceptable de pouvoir encore faire des blagues racistes, sexistes et homophobes. 3 sur 10 estiment que c'est inacceptable. Et donc, il en reste 3 qui n'ont pas encore vraiment d'avis. Donc, vous pourriez rapidement basculer vers une majorité de pompiers qui considèrent que des blagues sexistes, misogynes, c'est totalement acceptable dans le milieu des pompiers. Voilà, je termine sur cette note extrêmement pessimiste, mais je suis convaincu que la deuxième partie de l'après-midi nous permettra de voir qu'il y a certainement des solutions à ce genre de problème que l'on rencontre de plus en plus. Merci pour votre attention.